Savoir parler efficacement devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à cela, on peut se faire entendre dans la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, mais aussi dans des discours politiques. Bonjour, je m'appelle Magali Barclay de Chrysalide CFC. J'aide les structures à booster leur évolution au travers de conseils en stratégie de communication, de formation dans le domaine et du pilotage du plan d'action. Bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je vous propose un voyage hebdomadaire pendant lequel nous recevrons des spécialistes du domaine. Nous échangerons sur des sujets pour éveiller les consciences sur le lien notamment entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Vous êtes prêts ? Allons-y, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parler et être écouté. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en soi. Pas d'invité, c'est une façon de célébrer le 11e podcast. Nous en sommes déjà au 11e, donc 10 invités qui sont passés sur des sujets divers et variés. Nous avons parlé de plein de points et je vais revenir sur certains de ces points-là, mais au travers de la confiance en soi. Un sujet qui revient souvent parce que pour parler en public, on est souvent, comme on le disait, sous l'œil des projecteurs, sous l'œil du regard des autres. Le regard des autres, c'est un petit peu se mettre à nu. Et quand on n'a pas confiance en soi, ça peut être très dérangeant. Donc, pour avoir confiance en soi, souvent on nous dit « ouais, il faut que tu aies confiance en soi, en toi ». Alors, avoir confiance en soi, c'est pas si simple que ça. Si cette confiance en soi a été ébranlée quand on était petit ou même dans la construction de l'adolescence, ça laisse des séquelles en grandissant. Mais en tout état de cause, il ne faut pas rester bloqué là-dessus et se dire que de toute façon, on peut toujours progresser et on va progresser. La première des choses, c'est d'apprendre, de réapprendre l'amour de soi. On peut avoir en soi des blessures. Alors, une référence, moi, que je trouve intéressante pour ceux qui auront envie de regarder, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Pour guérir de ces blessures, la principale chose, c'est d'en prendre conscience et puis de l'accepter. Pour s'en rendre compte, une fois qu'on en prend conscience, déjà on voit quand ça se rejoue. Quand on dit il n'a pas voulu m'emmener alors que je lui ai demandé, tout simplement peut-être qu'il ne pouvait pas. Et nous on le vit comme un rejet parce qu'on a cette blessure de rejet. Donc réapprendre l'amour de soi ou essayer de se pencher sur ses blessures, c'est se donner de l'amour en se disant qu'on est une belle personne, qu'on a des qualités, qu'on a des valeurs. Et vous l'aurez compris, c'est se connaître aussi. Parce que c'est pas toujours évident, des fois, quand on pose la question aux personnes, quelles sont vos valeurs ? Moi je suis quelqu'un de très respectueux. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et en fait, ça veut dire se pencher vraiment sur soi et se dire, moi, quelles sont les valeurs ? J'adore tout ce qui est parachutisme, faire de la moto, j'adore partir en vacances, j'adore au travail quand j'ai pas de compte à rendre et c'est peut-être pour ça que je me suis mise à mon compte. Et j'adore en amour être avec la personne, mais pouvoir partir en week-end régulièrement avec mes amis. J'ai une valeur liberté au final qui est très importante. Oui, c'est pas une tare que de se l'avouer, mais c'est intéressant que de s'être posé pour s'en rendre compte. Donc du coup, ça permet de bien se connaître et une fois qu'on se connaît, de se dire moi j'aime cette liberté et ça fait partie de moi et c'est ma personne et je suis quelqu'un qui l'affirme et qui s'aime telle qu'elle est avec cette valeur-là. Donc l'amour de soi passe par la connaissance de soi. Et par le fait aussi de se le dire. Alors il y a vous connaissez certainement tous la méthode Coué qui fait que le matin on va se dire plein de belles choses. Tu es belle, tu es magnifique, tu es intelligente. Bon, ça paraît un petit peu caricatural, mais moi j'avoue qu'à une période où c'était assez compliqué, je faisais ça. Mais en trouvant sur internet, j'avais trouvé des liens avec des affirmations positives.
Donc j'écoutais ça le matin et franchement, au début, ça permet déjà au cerveau de se remettre dans du positif. Je pense que c'est ça le principal avantage. Quand on est dans une période où on se dit ouais, j'y arrive pas, je suis nul, il se passe ça, machin, je sais pas quoi. Donc le cerveau est engrainé dans du négatif et là ça permet de le réengrainer dans du positif. Première des choses. Donc en faisant des affirmations positives qui existent déjà, mais au final, après au bout d'un moment, on se dit ouais, mais ce ne sont pas les miennes. Ce ne sont pas exactement ce dont j'ai besoin. Et après, on peut s'écrire nos propres affirmations positives. Moi, c'est ce que je fais par moment et que je me répète. Alors, pour les personnes qui font de la méditation ou du yoga, on appelle ça des mantras. Ce sont des phrases, des phrases qu'on peut se répéter comme ça et qui s'ancrent à l'intérieur de nous et qui nous permettent vraiment d'impulser à notre cerveau ce qu'on veut impulser. Donc voilà, pour l'apprentissage de l'amour de soi, c'est vraiment ce que je trouve important. Après, il y a plein d'autres choses, mais... Ensuite, pour avoir confiance en soi, c'est de travailler aussi le lien aux autres. Et on existe aussi par rapport aux autres, par rapport au regard des autres, par rapport au lien qu'on a avec les autres. Donc ce lien, c'est le travailler. On en revient encore une fois à la connaissance de soi. Comment est-ce que je fonctionne pour créer le lien aux autres ? Est-ce que je suis quelqu'un qui va facilement aller vers les autres, qui va facilement se confier ? Est-ce que je suis bien dans ma libération émotionnelle ? Est-ce que facilement je vais dire « Ah là, au fond de moi, là, ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment fait mal » ou « Ce que tu m'as dit, ça me rend rempli de joie ». Est-ce que je vais facilement le dire ou est-ce que je suis bloquée par quelque chose ? J'ai envie de dire aussi que travailler le lien aux autres, il y a carrément une notion qui concerne l'ego. On vit vraiment dans une culture où l'ego, je trouve, épuise nos ressources. On voit souvent en réunion, on va faire une réunion de travail avec plusieurs personnes et on voit très bien le jeu d'ego qui ressort. Et l'ego, c'est au final, moi j'ai besoin d'être aimé, moi j'ai besoin d'être admiré. Moi j'ai besoin qu'on voit que je suis intelligent. Et si j'ai besoin que les autres voient que je suis intelligent, c'est peut-être au final qu'au fond de moi, c'est à moi que j'ai besoin de me dire que je suis intelligent. Parce que si au fond de moi je sais que je suis intelligent, j'ai pas besoin de le montrer aux autres, vous voyez. Et quand j'ai besoin d'être que les autres m'aiment, c'est peut-être parce que moi, j'ai d'abord besoin de m'aimer, parce que si moi je m'aime vraiment et que je sais que je suis intelligente, que je suis belle, belle, et quand je dis belle, c'est surtout intérieurement, parce que l'extérieur c'est subjectif, mais si j'ai tout ça dans ma tête, pourquoi est-ce que j'aurais besoin que les autres, ils me montrent à tous de l'amour ? Et pareil, admirer, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être admirée ? Ça fait ressortir aussi des choses à l'intérieur qui font que j'ai besoin qu'on me voie. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'exister au travers du regard des autres et peut-être qu'il faudrait que j'existe d'abord au travers de mon regard. Ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant et qui m'a vraiment frappée au travers des 10 premières interviews que j'ai pu diffuser sur Parler et être écouté, c'est que toutes les personnes font pour la plupart, même tous, remonter le fait que quand on parle en public comme ça, on est, au service des autres. Le but, c'est pas justement pour ces personnes-là de nourrir leur ego, mais au contraire de faire exister l'autre. Donc il y a vraiment un don de soi. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va faire que la personne, surtout, va être pertinente dans ce qu'elle fait. C'est pas se nourrir d'un point de vue narcissique, mais c'est plutôt d'être là pour une cause. Fabrice Poilvez l'a beaucoup fait ressortir. Une autre personne que j'ai pas encore diffusée, mais que vous verrez d'ici quelques temps, qui s'appelle Larsen, qui a interviewé des gens très connus. Et en fait, que ce soit Fabrice ou Larsen, pour prendre ces deux exemples qui l'ont encore plus marqué, mais les autres aussi l'ont dit, ils disent que ce sont des personnes timides dans la vie, mais que sur scène, en fait, moi, pour avoir travaillé avec eux, mais jamais j'aurais pensé une seule seconde qu'ils étaient timides, parce que ce sont des personnes qui parlent, qui paraissent charismatiques, qui prennent de la place, qui ont une voix qui porte, mais pour autant, ils le font dans un but. Tous les deux, comme ils sont animateurs, ils sont magiciens, c'est vraiment pour faire ressortir les autres personnes. Et du coup, on voit bien que l'ego, dans ce cadre-là, je pense, a été, alors je ne sais pas comment on peut dire, a été dompté. Voilà, ils ont
certainement dompter leur ego. D'autres personnes qui ont été interviewées ont fait ressortir des choses très intéressantes, notamment, comme je vous disais tout à l'heure, sur les outils que l'on peut utiliser. Alors, il y a Sophie Wozniak qui a parlé de pas mal d'outils que vous pouvez utiliser pour gérer aussi et qui peut permettre aussi de travailler tout ce qui ressort en fait quand il y a cet ego qui est pas nourri, qui va faire ressortir des colères, du stress. Willy Barclay, gestion du stress et sophrologie aussi, a parlé de cette respiration qu'on va utiliser dans ce cadre-là. Rebecca Cornuet, au travers de son exemple de chanteuse, vous pourrez l'écouter, c'est le podcast numéro 8, a vraiment fait ressortir qu'en tant que chanteuse, elle au début elle voulait chanter très fort, c'était vraiment, j'imagine, un petit peu l'exemple à la Tina Turner, et quand elle a été se pencher sur comment est-ce que je faisais pour y arriver, elle a été voir des professeurs sur Paris, dont une qui lui a dit tu seras une grande chanteuse, tu seras. Et elle a été une grande chanteuse quand elle a travaillé sur elle et sur tous ces différents points qui concernent plutôt le langage intérieur plus que la voix en elle-même. Alors pour donner quelques lectures qui peuvent être intéressantes sur ce sujet du lien à l'autre, ce sujet de l'ego, puisque moi je l'ai pas mal, je voulais amener au travers de cet angle-là, il y a un livre moi qui m'a beaucoup je pense, aidé à travailler sur cet ego et qui m'a réconcilié en fait. C'est Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, parce que ce livre-là, en fait, moi, il m'a vachement déculpabilisé. En tant qu'entrepreneur, surtout dans la communication, je voulais que tout soit parfait au niveau des visuels que j'allais faire, de tout. Il fallait que ce soit parfait. Et puis quand on me disait quelque chose au début, je me disais non, mais ça je sais déjà faire. Et puis non, en fait, il y avait plein de choses encore à apprendre. Et c'est en se trompant aussi. Je voulais pas me tromper parce que c'est aussi un peu culturel. On est dans une culture judéo-chrétienne où on a tendance à se flageller au moindre souci. Et moi, j'étais beaucoup comme ça, mais il y a encore du chemin. Et en fait, ce livre-là, il explique, notamment aux États-Unis, que dans beaucoup de sociétés, par exemple, ils vont embaucher des personnes, entrepreneurs, qui se sont plantés. Vous voyez, ici, vous avez planté votre boîte, vous allez voir un banquier, il va peut-être pas vous donner le prêt. Eh bien, aux États-Unis, dans beaucoup de sociétés, ils ont compris que les personnes qui se sont plantées, ça veut dire qu'ils ont déjà commis les erreurs et ils ont déjà appris de leurs échecs. Après, pour reparler de l'ego, un autre livre, mais sous un autre angle, là c'est un petit peu plus spirituel, parce que moi je fais beaucoup de yoga, méditation. C'est un livre qui permet, il y en a plusieurs, mais de se recentrer sur le moment présent. Parce qu'au final, il y a aussi, moi avant par exemple j'avais ça, donc je veux avoir la même chose, et plus tard je veux avoir ça. Mais si déjà je me bloquais sur le moment présent, qu'est-ce que je vis là en ce moment? Est-ce que je pourrais pas profiter de ce moment-là? Et puis en plus, le futur, il n'est pas toujours tout tracé, parce que même si on veut arriver à ça, il y a plein d'autres choses qui peuvent intervenir à ce moment-là. Donc du coup, le livre qui m'a marqué sur ce point-là et qui a été vraiment super et qui est arrivé comme d'habitude à point nommé, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Donc il y a un côté très spirituel, il n'est pas toujours super facile à lire comme ça, mais pour moi c'est vraiment une bible sur le domaine du moment présent. Très récemment, j'ai lu un autre livre qui parle aussi du moment présent et qui est super intéressant par rapport à la façon dont il est abordé. C'est une personne justement qui était très stressée par rapport à son travail et qui est entre guillemets obligée de faire un chemin en Amérique latine, et là elle va rencontrer quelqu'un qui va vraiment lui expliquer plein de choses sur la vie, et c'est un voyage qui va lui durer 3 semaines, mais c'est comme si dans sa tête vraiment elle avait gagné 10 000 ans, et donc c'est Kilomètre Zéro de Maud Ankaoua, Ankaoua, je vous le recommande, c'est un livre, il se dévore, il dure 2h16, enfin moi c'est parce que je les écoute en audio, et en fait on n'a plus envie de le lâcher, mais c'est un super apprentissage de vie et qui donne envie de retomber dans le moment présent. Ce moment présent, Benoît Reeves, chef d'orchestre, nous en a parlé dans l'épisode numéro 3. Il parlait d'un moment où justement il était en train de mener son orchestre, et il a fait une pause qui était vraiment... tout le monde en même temps s'est arrêté, et que ça a été comme si, le battement du cœur de tout le monde s'arrêtait, vraiment en même temps.
Et ça a été un grand moment, il l'explique très bien dans son podcast. Et tout le monde était là, dans le moment présent. Il n'y avait pas de passé, il n'y avait pas de futur, ils étaient vraiment à ce moment-là. Eric Allard en parle aussi en tant qu'orateur sportif. Il a été coach d'une équipe de bobsleigh, il les a menés aux Jeux Olympiques. Et pour ça, effectivement, dans les objectifs qu'il donnait et qu'il donne, il l'utilise maintenant dans ses conférences. C'est se donner des objectifs, bien sûr, pour aller vers le futur, mais en partant déjà du moment présent où j'en suis aujourd'hui et en faisant des petits pas. Et donc, il l'explique aussi dans son podcast, et c'était le podcast numéro 1. Pour continuer à naviguer vers ce sujet qui est la confiance en soi, vous pouvez réapprendre l'amour de soi, donc on en a parlé en premier, travailler le lien aux autres et se pencher sur notre ego. Et je dirais de s'entourer de bienveillance. Donc le mot bienveillance, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà de ne pas être dans le jugement. La confiance en soi, comme l'estime de soi, se cultive beaucoup au travers du regard des autres. Et effectivement, si on est dans le jugement de se dire « ouais, mais bon, les autres, ils vont penser ça de moi », effectivement, on va se saboter. Mais souvent, quand on dit ça, c'est pas les autres, c'est souvent nous. C'est une image qu'on a à l'intérieur de nous. Tout vient de nous au final. On a beau dire c'est les autres, ils m'ont jugé, ils ont dit cela. Mais moi, qu'est-ce que je veux renvoyer aux autres ? Et même, effectivement, si les autres me jugent, effectivement, faire en sorte que ça glisse, parce que comme on se connaît et qu'on sait que nous, et qu'on a de l'amour pour nous, et que notre ego, du coup, il a été dompté, et que franchement, on s'en fout, du coup, nous, on est là pour transmettre ce qu'on a à transmettre. Et puis, c'est vrai qu'il y a toujours des personnes qui seront positives parce que ça leur résonnera en eux, et puis c'est à ces personnes-là qu'on va parler. Et puis il y aura toujours des personnes chez qui ça résonnera moins, mais peut-être, ou ça résonnera même mal, mais peut-être aussi parce que ça renverra chez eux des choses qu'ils n'ont pas. Donc il y a tellement de choses qui se jouent que mieux vaut être soi-même et aller jusqu'au bout. Donc par contre, pour parler de cette partie de bienveillance et de jugement, alors je redis encore la connaissance de soi, donc notamment Carlo Martinelli au travers de l'énéagramme en a parlé. C'est un outil qui est génial par rapport au jugement, parce que ça nous permet de nous connaître nous et de voir que nous on voit la vie par rapport à un filtre, comme il l'a expliqué, et que les autres personnes ont aussi une façon de voir la vie par rapport à d'autres filtres qui sont différents des nôtres. Donc à partir du moment où on le sait, moi j'ai trouvé ça génial, parce que j'ai été formée aussi à l'énéagramme, certifiée niveau 4, et je me suis rendu compte que moi j'avais un certain filtre, j'avais travaillé aussi pour me colorer un petit peu des autres filtres, mais que du coup il y a d'autres filtres des fois où je me dis mais c'est très bizarre ce truc là, et avant je pouvais être dans le jugement, me dire c'est pas normal, cette personne elle m'en veut, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Non, elle m'en veut pas du tout, c'est juste que c'est des filtres qui sont différents et qui font que voilà, pour cohabiter, faut faire un pas vers l'autre, et puis il faut comprendre l'autre en se disant oui, non, la personne ne le fait pas exprès, elle ne le fait pas pour m'embêter, elle ne le fait pas parce qu'elle m'en veut, elle fait avec ce qu'elle a et la façon dont elle fonctionne, qui est juste peut-être diamétralement opposée et différent à la façon dont je fonctionne. Et c'est pour ça que, sans vouloir mettre les personnes dans des cases, je trouve personnellement que les outils d'analyse des personnalités sont géniaux pour ça. Donc l'énéagramme en est un. J'aimerais par la suite, et je lance une bouteille à la mer, pouvoir interviewer des personnes sur d'autres outils d'analyse des personnalités que sont par exemple le MBTI et DISC, c'est les 4 couleurs qui sont aussi beaucoup utilisées en management. Donc s'entourer de bienveillance, c'est aussi s'entourer de personnes bienveillantes, je dirais. Quand on va faire une prise de parole en public ou qu'on va faire quelque chose, alors quand je dis bienveillante, c'est pas des personnes qui vont aller dans notre sens. C'est des personnes qui vont pouvoir nous dire la vérité, qui vont nous dire, par exemple, sur, t'as parlé, là, t'avais une intervention à faire, écoute, là, à ce moment-là, oui, il y a ça, tu te souviens, t'avais déjà ça, que tu faisais beaucoup, donc peut-être que, enregistre-toi et regarde-le, mais ça, effectivement, ce sera un point que tu pourrais améliorer. Donc là, je dis avec bienveillance que la personne pourrait s'améliorer, je ne dis pas que c'était pourri, que c'était nul, parce que c'est pas constructif, mais par contre, je lui dis,
Il y a des personnes qui vont nous dire, pour ne pas nous faire du mal, nous dire « Ah non, c'était parfait, c'était génial ». Sauf que, voilà, c'est pas comme ça qu'on évolue et qu'on progresse. Donc s'entourer de bienveillance, c'est ni des personnes toxiques qui vont essayer de nous casser parce que ça leur renvoie peut-être des choses qu'elles n'ont pas, mais c'est aussi s'entourer de personnes qui vont pouvoir nous dire la vérité, qui nous connaissent assez, mais à qui on a donné le droit de nous donner la vérité aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, si il y a trop, entre guillemets, d'ego, de protection, de se dire « moi je suis parfait et personne ne peut m'apprendre quoi que ce soit », c'est vrai que les personnes autour de nous vont pas avoir envie de nous apprendre quoi que ce soit ou de nous dire quoi que ce soit. Donc c'est, je pense, en tout cas moi de mon avis, dans les deux sens. Pour gagner en confiance en soi, je dirais qu'il faut aussi se défaire du jugement des autres. Ça rejoint le point précédent. C'est effectivement, je vous disais, le jugement des autres, il va être toujours présent. Il y a des gens qui vont nous juger positivement, négativement, mais encore une fois, si on est, en tout cas en yoga méditation, on dit ancré, c'est-à-dire que nous, on sait où sont nos racines, où est-ce qu'on est, qui on est, donc voilà, nos valeurs, ça rejoint encore une fois la connaissance de soi, donc là, un petit clin d'œil à Carlo Martinelli pour l'énéagramme. Ça rejoint aussi la connaissance de nos réactions d'un point de vue émotionnel. Petit clin d'œil à Willy Barclay, sophrologue. Autre clin d'œil à Sophie Wozniak, sophrologue, qui est intervenue, donc pour rappel, sur le podcast numéro 4. Pour cette partie qui concerne se défaire du jugement, je dirais aussi qu'on pourrait parler de l'interview qu'avait faite Xavier Hamel, qui est lui-même journaliste sportif et qui a vraiment, je trouve, permis de prendre du recul sur la position. Il est lui-même journaliste sportif, il passe à la télé et il dit « mais tout le monde peut se tromper ». Donc voilà, le jugement des autres, on s'en fiche, on va bafouiller, on va se tromper, le principal étant d'être authentique. Et autre chose qu'a dit Xavier, vous verrez Géraldine Lance-Perrin, qui est elle-même aussi journaliste, c'est de ne pas être trop exigeant avec soi-même. Du coup, on peut avoir une position rigide, ne pas être authentique aussi, du coup. Donc, à ses propres yeux, il faut estimer, s'affirmer, développer une attitude d'auto-acceptation inconditionnelle. Quoi qu'il arrive, je m'auto-accepte et je m'encourage, je me reconnais, avec ma vulnérabilité aussi, au contraire, j'ai le droit aussi, à certains moments, même sur scène, il y en a très bien qui se mettent à pleurer, qui montrent leur vulnérabilité, du coup ils sont authentiques, c'est eux. Donc voilà, c'est pas jouer un rôle obligatoirement, même si on a toujours un masque social, mais essayer d'ouvrir au maximum qui on est. Donc j'ai parlé de réapprendre l'amour de soi, j'ai parlé de travailler le lien aux autres, j'ai parlé de s'entourer de bienveillance, de se défaire du jugement. Et cette fois-ci, c'est l'action. Alors c'est vrai qu'en étant entrepreneur, alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on nous pousse à faire. On nous dit de rentrer dans l'action. Surtout quand on a tendance à élaborer des stratégies, à se dire je vais faire ci, je vais faire ça. Oui, voilà, on lit des livres, on écrit des choses, mais on n'est pas dans l'action. Donc entrer dans l'action, c'est aller voir les autres ou s'inscrire et dire voilà, il y a quelqu'un qui veut me prêter une salle, j'y vais, même si j'ai 3 personnes au début, au moins je suis rentrée dans l'action. Et ces 3 personnes, qui ne me dit pas qu'elles vont en parler à d'autres personnes. Donc c'est pareil pour la prise de parole en public. Entrer dans l'action, c'est se dire, moi j'ose pas parler aux gens et là j'ai appris lors d'un atelier comment faire une accroche en parlant à des personnes, donc une accroche en donnant des chiffres ou en disant des choses comme ça, je vais m'entraîner. Je peux m'entraîner partout. Au travail, prochaine réunion, je vais faire une superbe accroche, au lieu de dire, aujourd'hui j'ai ce sujet-là à vous parler, je vais commencer par une citation. Comme le disait telle personne patati, là tout le monde me regarde et ils ont envie de savoir ce que j'ai à dire derrière, ça a fonctionné. Donc ça va me donner envie de continuer. Vous voyez, là je commence à rentrer dans un cercle vertueux. J'ai vu que ça portait ses fruits, donc la prochaine fois je vais continuer. Tout bête, je vais à la boulangerie, je vais faire pareil. Au lieu d'être tout plan-plan, je vais essayer de faire entre guillemets une figure de style. Et puis petit à petit, vu que ça me plaît, vu que je suis de plus en plus à l'aise, je vais le faire de plus en plus souvent et je vais progresser. Donc favoriser l'action,
C'est vraiment quelque chose d'important qu'ont beaucoup souligné aussi les personnes que j'ai interviewées. Ils ont vraiment parlé de ça et ils sont tous dans l'action. Que ce soit Eric Allard, orateur sportif, c'est quelqu'un qui rentre dans l'action, que ce soit dans les conférences, que ce soit dans les choses qu'il met en place. Fabrice Poilvez, animateur, c'est pareil. Benoît Rives aussi. Mamadou Sall, le compte n'a pas de frontières, c'est aussi quelqu'un qui est rentré dans l'action. Il propose déjà des comptes à des enfants, à des adultes, mais il ne s'est pas arrêté là en faisant des livres et en enrichissant à chaque fois ses comptes et en prenant aussi du retour qu'il a des personnes. Donc Géraldine Lanspérin, journaliste et coach en prise de parole, qui était la 10e personne que j'ai interviewée, qui parle beaucoup aussi du fait que lorsqu'elle est sur scène, eh bien effectivement, elle est à certains moments le pilier des personnes qui vont être autour d'elle, parce que c'est elle la professionnelle du domaine, et les personnes vont se rattacher à elle, mais c'est pas pour autant qu'elle ne va pas leur impulser aussi l'énergie pour que ces personnes-là se sentent à l'aise et entrent aussi dans l'action et parlent aussi, et que ça fasse une bonne énergie entre tout le monde. Donc le fait d'entrer dans l'action, c'est vraiment primordial et c'est vraiment un cercle vertueux. C'est en commençant qu'après, on a envie de continuer. Alors moi, mon meilleur outil pour entrer dans l'action, c'est de faire partie de groupes avec plusieurs autres personnes ou de me faire coacher. Donc par exemple, étant entrepreneur, j'ai participé pendant 1 an à ce qu'on appelle un mastermind avec un coach et puis d'autres personnes. Et c'était vraiment génial pour entrer dans l'action, pour mettre en place des choses, pour programmer. Tous les mois, effectivement, on se disait, voilà, mes objectifs, le mois prochain quand on se voit, c'est que j'aurais fait ça, 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 ça. Et c'est un petit peu des fois les trucs à l'américaine où on promet un petit peu aux autres, donc on le dit à voix haute, on se le promet à soi, mais on se le promet à soi aussi devant d'autres personnes, et du coup ça permet vraiment d'ancrer les choses qu'on a à faire et d'entrer dans l'action, et même si on a des freins, parce qu'on se dit voilà j'aimerais bien entrer dans l'action, mais mon cerveau comme il est habitué à me trouver des excuses et à me dire non, tu vas rester dans ce que tu as l'habitude de faire, ce que les gens appellent des fois la zone de confort, et ben là du coup on a d'autres personnes qui vont dire mais non mais attends, pourquoi tu as l'impression que tu n'y arriveras pas? Ah ouais d'accord, la personne aussi elle se dit que moi aussi je peux y arriver et que c'est pas si dur, puis c'est vrai que c'est pas si dur, mais alors pourquoi je le fais? Donc ça s'appelle chanter en fait notre mental il va nous mettre des blocages parce qu'on a des croyances limitantes, ces fameuses croyances limitantes. Et pour sortir de ces croyances limitantes, si on entre dans l'action et qu'on l'a fait 1 fois, 2 fois et qu'on se rend compte que tout s'est bien passé, et ça va nous donner envie de continuer à le faire. Merci d'avoir écouté ce podcast sur la confiance en soi cette fois-ci. J'espère que le contenu vous aura plu, vous aura donné envie aussi d'aller écouter les personnes qui sont intervenues sur les 10 premiers podcasts. Ça continue, il y a déjà des personnes qui ont été interviewées, donc vous aurez d'autres sujets à venir. Et n'hésitez pas à vous abonner ou à partager autour de vous, je mets tous les liens juste en dessous. À très vite, au revoir. Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.